Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission ML2 par en live. Voilà, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast, ce nouveau débrief de la 14e journée de Ligue 2 qui vient de s'achever hier avec la belle victoire de l'USL Dunkerque sur Ajaccio, 1-0. On va récapituler tous les résultats de cette J14 avant le 8e tour de la Coupe de France qui nous attend ce week-end. Et en attendant, je suis heureux de vous retrouver en compagnie de mes deux collègues chez ML2, Étienne et Karel, voilà, qui sont présents aussi avec moi pour parler de ces matchs-là. Voilà, on a vu certains matchs en intégralité, surtout ceux qui étaient décalés, d'autres qui étaient dans le multiplex, donc on aura forcément des connaissances un peu plus partielles sur ces rencontres-là, donc vous nous excuserez si jamais on oublie quelques détails, quelques faits de jeu, mais en tout cas, voilà, on va essayer d'être aussi complet que possible. Salut Étienne et salut Karel. Salut. Salut. Voilà, donc cette 14e journée qui s'est achevée ce lundi, je le disais avec la victoire de Dunkerque, elle avait commencé par un multiplex assez étrange avec quelques victoires très larges, des matchs nuls aussi où il ne s'est pas forcément passé énormément de choses. On va parler notamment de 3 Grenoble, on ne va pas forcément revenir très longtemps sur ce score-là, 0-0, c'est pas vraiment anecdotique, mais on va dire que c'était pas un match où il y a eu beaucoup d'événements à souligner. Clermont-Metz, un partout voilà, au stade Montpied. Martigues qui s'incline 0-3 contre le stade Lavallois à Guignon. Caen et Rodez qui signent un petit peu le feu d'artifice de cette journée avec le 3 partout. Guingamp qui gagne 3-0 contre Amiens malgré les événements, malgré les difficultés. Pau qui s'impose 4-1 contre le Red Star qui est plus que jamais relégable. Et le samedi, 2 jolis 0-0 Paris FC Annecy et Bastia-Lorient. Voilà, et j'avais déjà parlé du match de Dunkerque, donc voilà, on a fait un petit peu le tour des résultats. Voilà, j'ai l'impression que c'est une journée où on a vraiment eu peu de buts, à part sur certains terrains. Voilà, je me demande si c'est pas la journée où il y a le moins de buts depuis le début de la saison. En tout cas, ça a l'air là, comme ça, les gars. Je sais pas vous si vous envoyez une. En tout cas, il y a eu 3-0-0, je crois. Donc, Ouais. donc C'est une première, ça. il y a quand même 2 ou 3 matchs qui te sauvent la mise, donc, comme pour Red Star et Caen Rodez, mais je crois qu'on a eu pire. Je crois qu'on a eu pire, malheureusement. Cette saison? Ah, cette saison, peut-être pas, je sais pas. Ouais, non. Moi, je faisais par rapport à cette saison parce qu'on avait un nombre de buts, je crois, moyen depuis le début du championnat là, qui était vachement élevé. En tout cas, à la dernière trêve de novembre, c'était le plus élevé depuis au moins 15 ans, je crois. Mais ouais, là, on a vachement levé le pied. Peut-être que les organismes souffrent un petit peu. Bon, pourtant, il n'y a pas d'enchaînement de matchs, mais bon, en hiver, ça peut être aussi. Certaines choses peuvent s'expliquer. Voilà, de quel match est-ce qu'on va parler, les gars? Est-ce qu'on commence direct les tops et les flops et ensuite je pense qu'on va faire comme ça et ensuite on parlera un peu plus marginalement des matchs qu'on n'a pas soulignés vraiment. Mais voilà, dans les événements un petit peu du week-end, qu'est-ce que vous retenez? Tiens, Karel, qu'est-ce que tu retiens toi principalement du multiplex ou des matchs des affiches décalées? En top, pour commencer, en top, moi je retiens la belle victoire de Pau contre le Red Star. Déjà dans un premier temps, outre le score et le nombre de buts qui ont été marqués, c'est le fait de renouer avec la victoire, tout simplement. En Ligue 2, bien sûr, parce qu'il y a eu cette qualification en Coupe de France la semaine passée contre Bayonne. Mais avant ça faisait 5 matchs en championnat que Pau ne s'était plus imposé, qu'on oubliait un peu ce début de saison qui avait été plutôt bon et qu'on était repassé dans une phase pour Pau plus compliquée. Et surtout que Pau, avec ce match en retard contre Bastia, qui s'est retrouvé dans un marathon de matchs entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre, qui a été compliqué à négocier et qui était un peu dans cette spirale infernale où ça devenait compliqué de prendre des points et puis de marquer des buts. Parce que, outre cette série de 5 matchs sans victoire, il y avait une série de 4 matchs sans marquer de but. Nicolas Houssaye en avait parlé un peu en conférence de presse. Et donc, ça devenait urgent de retrouver le chemin défilé parce qu'on sait que la crise de confiance, même pour une équipe comme Pau qui a justement, peut-être encore plus pour une équipe comme Pau qui a l'habitude de marquer beaucoup de buts, ne pas trouver le chemin défilé pendant 4 matchs, ça marque, surtout quand c'est ta force principale sur la saison passée et puis je pense aussi sur cette saison. Et on l'a vu dans les résultats, hein, forcément, ça entache grandement la dynamique de Pau et puis il fallait renouer avec le succès et puis avec la confiance de tes attaquants contre le Red Star, contre une équipe qui a des difficultés défensivement. Et ça a été fait, même si ça a été un peu long, on va dire, à se dessiner ce succès, parce que Ekmayer a rapidement égalisé après l'ouverture du score de Mboup. Et derrière,
Pau a globalement dominé, mais a mis du temps à trouver ce deuxième but à la 77e, à la 79e derrière, il me semble, pour le 3-1 où ils se mettent à l'abri. Et puis en toute fin de match, ce penalty de Diawara. Donc voilà, c'est bien de renouer avec le succès d'une part, mais avec la manière aussi, ces 4 buts qui vont redonner confiance à tes attaquants. Et Nicolas Houssaye en parlait aussi en conférence de presse. Il a beaucoup de jeunes joueurs sur le plan offensif, outre voilà, Boutaïb qui est très expérimenté. Mais ils ont besoin de marquer des buts, de se rassurer pour être dans la meilleure forme possible. Et c'est pour ça que je finirai avec la très très belle prestation de Pathé Mboup, qui avait déjà marqué un doublé contre Bayonne pour le succès 3-1. Et ça a dû le remettre bien mentalement parce qu'il a encore fait un très bon match contre le Red Star en ouvrant le score. On en parlait juste avant, avec un contrôle en porte-manteau magnifique, enchaînement derrière pour tromper Benardo. Et puis ce deuxième but aussi qui est pas mal, qui est une espèce de demi-volée croisée. Pour le premier but et pour le deuxième but. Donc c'est des réalisations importantes, cruciales. Donc souligner sa performance aussi, et puis la performance globale de Pau qui se relance au Noust Camp. Ouais, tout à fait, avec un Red Star qui a longtemps tenu tête, comme tu le disais. Voilà, le score est peut-être un petit peu lourd par rapport à la physionomie, même si très franchement, la victoire par un tel score n'est pas volée. Voilà, on voit le nombre de tirs. Il y a beaucoup de tentatives qui n'ont pas été cadrées. Mais globalement, victoire méritée pour Pau. Défaite qui va peut-être faire mal au crâne pour le Red Star à ce moment-là de la saison. Voilà, on verra un petit peu plus le classement en détail tout à l'heure, mais j'ai vu que c'était quand même déjà 27e but concédé par le Red Star. C'est une moyenne de presque 2 buts par match pour les Odoniens. C'est quand même pas satisfaisant quand tu veux te... Ils ont tenu, quoi. C'est ça qui est dur dans le scénario, c'est qu'ils ont tenu longtemps. Quand tu es à 15 minutes du terme, que tu tiens ton 1 partout, qui a un résultat pas mauvais finalement à Pau, et que tu craques comme ça en 15 minutes, je pense que c'est dur, effectivement. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, Karel, mais la semaine dernière, on parlait du Red Star après sa grosse victoire en Coupe de France contre Aubourgoin. Et on se demandait si ce gros résultat allait les aider à se rassurer. Et on était arrivé aussi à la conclusion que c'est plutôt défensivement qu'il fallait qu'on se rassure et pas offensivement. Et là, ils ont marqué, mais voilà, s'il y a toujours un gros problème derrière, tant qu'ils n'auront pas cette solidité, le maintien va être compliqué à jouer, quoi. Complètement. Bah tiens, Étienne, vu que tu as la parole, est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué en bien ou en mal, un événement qui te... Ouais, je vais souligner la très belle victoire de Guingamp, 3-0 contre Amiens. Je pense que ces 2 dernières saisons, on a eu pas mal l'occasion de constater que Guingamp à domicile, ça perdait beaucoup trop de points. Franchement, pour les supporters de l'AG, il y a eu beaucoup de moments de désillusion. Et là, on en est quand même à 3 victoires consécutives à Roudourou, même 4 en 5 matchs, si je ne m'abuse. Donc c'est un vrai progrès de ce côté-là. Et puis, voilà, ce match contre Amiens, il a été parfaitement maîtrisé, 3-0, avec des points forts dans l'équipe qu'on commence à bien connaître. Stiway qui met encore un doublé, Picard, passeur décisif, Emia, voilà, il c'est un buteur régulier depuis le début de saison, et Sissoko, le meilleur passeur du championnat. Donc voilà, Guingamp se replace. Je n'irai pas jusqu'à tirer des plans sur la comète parce que Guingamp, voilà, ils ont tendance à souffler un peu le chaud et le froid, à être irréguliers. Donc j'attends de voir un peu si ça se confirme, mais quand même, voilà, autre chose à souligner dans ce match, c'est qu'ils jouent presque toute la deuxième période en infériorité numérique après l'exclusion de Souhaib Nahir. Et pendant tout ce temps, à 10 contre 11, il n'y a pas eu un seul tir d'Amiens. Bon, voilà, après, c'est peut-être le moment d'ouvrir le dossier Amiens pour le coup, mais quand même, c'est quand même une très belle performance de la part de Guingamp. Et voilà, je ne veux pas être trop dur non plus avec Amiens parce que Amiens, si tu vois le classement, ils sont 7e. Et c'est bien au-dessus de leur objectif de début de saison. On rappelle quand même qu'Amiens, c'est un groupe avec 14 joueurs confirmés à tout casser et des jeunes. Donc voilà, on ne va pas leur en vouloir de temps en temps de passer au travers. Mais là, ils ont quand même assez peu de blessures, j'ai l'impression. Ils avaient un 11 qu'on connaît bien, à part Vita qui est là vraiment que depuis cette saison, qu'on découvre vraiment que cette saison, mais qui a un bon niveau. Donc au final, c'est pas non plus un gros handicap. Oui, Amiens, c'est bon. Après, on a l'habitude. Amiens à l'extérieur, c'est pas
c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour espérer plus. Malgré tout, ils font une saison qui est très honorable et voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais c'est vrai que là, une deuxième période aussi pénible et aussi poussive, alors que tu es en supériorité numérique et en plus tu te prends un but, un autre but de Siway. Ouais, non, c'est sûr que là, il a manqué beaucoup de choses aux Amiénois, mais c'est aussi dû à la bonne résilience des Guingampais. D'ailleurs, c'est pas la seule équipe qui a joué une mi-temps entière ce week-end et qui a quand même pris des points. Je pense notamment à Bastia qui a fait match nul contre Lorient 0-0 alors qu'il joue une heure au total presque à 11 contre 10. À 10 contre 11, pardon. Bon, d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un voulait rebondir là-dessus sur le match de Lorient, même sur les matchs, sur le match du PFC. C'est un peu la moitié de mon flop là parce que Ouais. bon, je vous ai laissé vous occuper du multiplex vendredi et j'étais là toute la journée samedi, donc je me frottais les mains d'avoir le Paris FC l'après-midi puis Lorient le soir et là la catastrophe 2-0-0 donc terrible. Donc surtout un 0-0 déjà c'est pas terrible, mais un 0-0 qui dure 2h30 comme Bastia Lorient, bon, c'est encore pire. Ouais. Pour commencer, Paris FC un peu poussif. Quelques joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir emprunter comme ça. Je pense à qui? Il y a quelques performances individuelles qui m'ont déçu du côté du Paris FC, notamment celle des entrants. Par exemple, quand tu vois Jean-Philippe Crasso qui entre en cours de jeu, tu te dis qu'il va secouer un peu tout ça et ça n'a pas été vraiment le cas. Et puis voilà, vous avez vu les notes qu'on a pu mettre à la fin du match. Thomas Solila qui rate une grosse occasion, qui était un peu à côté de ses chaussures, je pense, samedi. Mais bon, ça peut arriver, hein, malheureusement. Mais bon, beau match d'Annecy quand même, qui a quand même bousculé cette équipe. C'est pas Annecy qui a fermé le jeu. Hein, je pense vraiment que c'est Paris qui est passé un petit peu à côté. Et je pense que Lorient, le soir, c'était encore pire que le Paris FC. Parce que pour le coup, ils ont joué plus de 50 minutes à 11 contre 10. J'ai pas eu l'impression de voir... c'était Tozin en pointe, je crois. C'était Soumano. Soumano, oui, pardon. Oui, Soumano. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ouais, voilà, Mais la preuve, t'avais oublié que c'était lui, quoi. Donc, Oui, voilà. Ouais. Non, Tozin, il est rentré à la place de Makengo, je crois. Donc, il a joué en première période. Il est rentré assez tôt. C'est pour ça que j'ai eu l'impression de le voir tout le match. Lorient en 4-3-3 assez inhabituel. Je ne sais pas exactement pourquoi il y avait cette petite variation, mais bon, j'ai pas trouvé ça très concluant en tout cas. Et voilà, je préfère mon Lorient en 4-4-2 qui se fait un peu plus d'occasion. Après, je pense que quand on aura le retour de Croupi, notamment, ce sera peut-être meilleur. Mais voilà, c'était pas le Lorient habituel qu'on aime voir. Ouais. À souligner que si on a eu, comment dire, peut-être un pari vraiment qui a déçu, on va dire, contre Annecy, surtout à domicile, on s'attendait à ce qu'ils fassent un petit peu plus. Les Lorientais, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas tenté non plus, même si les attaquants, ils n'ont pas trop été en vue. Et la LFP, en tout cas le système de notation de la LFP, qui récompense Johnny Placide d'une très belle note pour avoir gardé ses cages inviolées à 10 contre 11, puis à 9, puisque en fin de deuxième mi-temps, Roncaglia se fait expulser. Et alors, ils finissent sans défenseur de métier, défenseur central de métier sur le terrain, quand même, Bastia. Alors, il y avait Bonnert qui était rentré, ça lui arrive de jouer défenseur central, mais plus dans une défense à 3 qu'à 4. Et puis, Guidi était sorti pour des crampes, hein, si je ne m'abuse. Ouais, pour des crampes, sachant qu'il manquait des Roncaglia. Guidi, c'est plus la défense titulaire à Bastia depuis un moment. C'est Akwesson qui était suspendu et Guevara aussi, si je ne m'abuse. Comme tu l'as dit, Guidi avait des crampes à une demi-heure de la fin. Roncaglia, il était pris aussi. Donc il y a eu un jeune qui est rentré qui s'appelait Mazikou, je crois. Qui n'a pas fait une mauvaise rentrée d'ailleurs, mais Roncaglia à la fin il pouvait plus courir et en fait il fait une faute qui est entre guillemets intelligente, hein, parce que oui, elle est un rebut. Plus que celle de Janet.
Plus que Oui, cette oui, parce que Bastia, faire une bonne demi-heure, quand ils sont à 11 contre 11, ils sont à la Ils ont joué hauteur de égal, Lorient. Donc, largement. cette exclusion, elle est vraiment incompréhensible parce que Bastia est dans le match. Il n'y a pas lieu de faire cette faute à 60 mètres du but. Et puis en plus, après, ça a provoqué tous les incidents dont on a pu vous parler. Non, mais là, Donc, c'est vraiment regrettable et inutile. ouais. Tu me tends une perche parfaite, effectivement, ça va être mon flop. Autant j'ai trouvé Bastia très solidaire, très cohérent, et le coach Benoît Tavenot l'a bien souligné après la rencontre. C'était un point difficile à obtenir, mais il comptera sans doute en fin de saison. Autant c'est pas normal non plus qu'on ait encore aujourd'hui en 2024, bientôt en 2025, des supporters qui jettent des choses sur l'arbitre de touche. Voilà, moi j'étais pas là, et je me doute bien que c'était pas une majorité, mais voilà, quand l'arbitre il fait son rapport au délégué et qu'il dit qu'il a reçu, alors c'était quoi, c'est des trucs bêtes, hein, c'est des boissons, c'est des briquets, c'est des frites et tout ça, donc c'est vraiment sur le coup de l'énervement, après avoir vu la faute pourtant évidente, et donc l'exclusion de Jeannet pour un geste très dangereux, il y a quelques-uns qui se sont sentis pousser des ailes. Et attention, hein, on n'est pas en train de dire que tous les supporters bastiais sont fautifs ou quoi, loin de là. Mais c'est justement pour ces 2-3 énergumènes qui sont décidés de balancer des projectiles sur le juge de touche, au point où la rencontre a failli ne pas reprendre. Après, c'était heureusement, après, ça s'est plus reproduit, mais bon, on va pas non plus applaudir ça, quoi. C'est juste regrettable qu'on ait un match qui soit arrêté pendant près de 30 minutes, changer complètement la physionomie de la rencontre. Jeannet, il est partiellement fautif d'avoir fait cette faute-là, qui n'a pas lieu d'être, surtout, c'était quoi? C'était sur la ligne médiane ou presque, hein. C'était vraiment extrêmement loin. Extrêmement loin de sa cage. Mais ouais, vraiment, bon, voilà, on va déplorer ça. Ça fait quelques semaines que presque à chaque week-end, on a des matchs qui sont retardés, qui prennent du retard. Alors autant les manifestations un peu pacifistes, on jette des balles de tennis sur le terrain, sans faire de mal à personne, pour protester contre la programmation. Bon, ça passe encore. Nous, nous ça nous fait nous rester debout plus tard, mais c'est pas trop un souci à la limite. Mais là, c'est vrai que bon, dès qu'il y a des acteurs qui risquent d'être touchés par des projectiles, même si on se dit qu'une barquette de frites, bon, c'est pas grave, il va pas en mourir, mine de rien, ça montre quand même un sacré manque de savoir-vivre. Et donc, on espère que ces agissements vont vite cesser. Voilà, à Bastia comme ailleurs, hein. Voilà, c'est pas Bastia qu'on a dans le collimateur, c'est tous les supporters qui vont se sentir pousser des ailes et se sentir légitimes de faire ce genre d'action débile. Voilà. Est-ce que Karel, toi, tu avais un flop, histoire qu'on élimine un petit peu tous les sujets qui fâchent d'un coup là? J'avais un flop, je veux juste revenir juste sur Annecy 2 secondes, vu qu'on parlait de ces 2 matchs-là, parce qu'on n'en a pas trop parlé, et que je trouve qu'Annecy a quand même fait un plutôt bon match, même si on a plutôt tendance, et c'est normal, à souligner le match raté par le Paris FC, parce que le Paris FC, ça va moins bien en ce moment, parce que c'est forcément la tête d'affiche aussi du championnat cette saison. Mais moi, je suis toujours bluffé et admiratif du plan de jeu d'Annecy. À chaque fois qu'ils se déplacent, ou même quand ils reçoivent, c'est globalement toujours le même. Et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, à la fois pour la Ligue 2, à la fois pour Annecy, et ça montre aussi que Laurent Guyot a des idées assez claires et assez arrêtées de ce qu'il veut mettre en place. C'est d'avoir cette équipe qui a ses idées, à savoir une ligne que je trouve toujours très très haute, et je trouve ça assez impressionnant d'avoir ce pressing, ce contre-pressing contre à peu près n'importe quelle équipe du championnat. Alors que il y a eu pas mal aussi de changements dans cet effectif d'Annecy avec le départ de certains cadres. Je pense à Gabi Jean, mais il y a aussi Candil, qui était un rouage essentiel de l'animation d'Annecy l'année passée, qui n'est plus là et qu'il a fallu remplacer. Donc oui, je trouve ça à chaque fois impressionnant, et je trouve que ils ont été plutôt dangereux contre le Paris FC, même si ça finit à 0-0, qu'il y a eu des mouvements, encore une fois, que j'ai trouvé plutôt sympa. Je pense à cet échange, je crois, entre Bermond, de Moncy qui laisse, je crois qu'il laisse passer, qui au final, pour Djoko, ouais, je crois que c'est ça, et qui se retrouve à centrer pour Djoko. Ce mouvement-là, il était incroyable, et il faut une parade
une parade non moins incroyable de Nkambadio pour éviter à Annecy d'ouvrir le score. Mais voilà, c'est ce genre de mouvement qu'on voit un peu depuis le début de la saison avec Annecy et cette capacité à presser très haut que moi j'apprécie toujours. Donc pour rendre hommage quand même au FCA sur ce match que j'ai trouvé agréable. Et j'ai une question à vous poser à tous les deux, du coup, par rapport à ça, le fait que Annecy ne change pas de plan de jeu. Après, ils sont nombreux. Hein. Rodez, c'est un peu la même chose et tout, mais ils sont nombreux, les clubs, on va dire, un peu plus outsiders, un peu plus qu'on attend un peu plus vers le bas de tableau et qui finalement surperforment assez depuis quelques temps. Est-ce que c'est pas justement la marque de fabrique d'un club qui a envie d'être autre chose que justement un punching bag qui veut justement un peu imposer justement sa philosophie, sa vision du foot? En tout cas, dans les coachs qui ont cette philosophie-là de ne pas changer à domicile et à l'extérieur et de c'est à l'adversaire de s'adapter à nous, parce que nous on est sûr de nos convictions, on sait où est-ce qu'on va. Est-ce que ça ne montre pas justement que Annecy, Rodez, voilà, même comme Dunkerque, des clubs comme Dunkerque, justement changent un peu de braquet? Vous ne pensez pas? C'est des clubs qui, à la base, pardon Étienne, qui à la base sont programmés pas forcément pour le haut de tableau et qui décident effectivement d'être protagonistes. Et moi, je trouve ça admirable parce que on peut avoir toute la bonne volonté du monde par rapport à son plan de jeu. Et il y a l'enjeu sportif qui normalement va primer parce que y a des enjeux financiers, parce que le sportif forcément guide le financier, qu'on est sur un championnat à 18 clubs maintenant en Ligue 2 et que forcément les places sont encore plus chères. Et être capable d'adopter ce style de jeu-là, parce que je trouve que c'est assez similaire finalement dans les équipes que tu as citées, que ce soit Dunkerque avec une ligne très très haute, que ce soit Rodez l'an passé avec un style de jeu particulièrement flamboyant, que ce soit Annecy cette année, pareil, qui au niveau du contre-pressing, moi m'impressionne encore une fois. Ils décident d'être protagonistes et de pas seulement se contenter d'un nombre de points qui leur permettrait d'être dans les clous d'un maintien serein. Ils essayent d'aller chercher plus et on voit que ça peut marcher. Donc moi je salue ça en tout cas. Voilà. Bon ça c'est un deuxième petit top pour toi Karel. Et maintenant, si tu veux un peu te mouiller et nous donner un truc qui t'a déplu par exemple. Et mon flop, ce sera le match entre Caen et Rodez. Donc pas le match et pas le score, justement, c'est le fait que le match ait été particulièrement agréable. Mais mon flop, ça va être le fait qu'on ne l'ait quasiment pas vu, tout simplement sur le multiplex. Et là, j'ai forcément une grosse pensée pour les supporters de Caen qui n'étaient pas à Dornano, les supporters de Rodez qui n'ont pas fait le déplacement non plus et qui devaient avoir forcément très envie de suivre cette affiche, quel que soit au final le score final. Mais là, ils ont été privés comme nous sûrement du meilleur match au niveau du scénario de ce multiplex de manière très très neutre forcément, mais au niveau du scénario, Rodez qui mène 2-0, Romain Thomas qui permet à Caen de revenir à 2-1 juste avant la pause, Brahimi qui égalise un peu après la pause, Rodez qui mène à nouveau par Nkada et puis Caen qui égalise toute dernière seconde du temps additionnel par Médas. C'est un scénario rêvé, on va dire, sur un match de foot, encore une fois, pour un spectateur neutre, parce que je pense que quand on est supporter d'une ou de l'autre équipe, c'est plus difficile à suivre. Mais on a été privé, des images de ce match parce que Bein a perdu les images en cours de route à partir, je crois, de la 20e minute. On a eu le temps de voir le but de Baldé, le premier but. Puis derrière, silence radio. Dans le sens où on n'avait plus les commentateurs forcément, on n'avait plus les images, on voyait en fait le score qui évoluait, on voyait les CM des deux clubs mettre les scores et les buteurs à jour, mais on ne voyait pas les buts qui étaient assez beaux en plus pour avoir vu le résumé derrière. Donc ça sera le résumé qui fait que 2 minutes 30, un truc comme ça. 2 minutes 9 pour être exact, avec les buts et pas les autres actions. Bon, il y a eu un problème quoi. Il y a eu un problème. Alors ça peut arriver, mais c'est forcément frustrant et je pense que pour Bein aussi, de ne pas pouvoir montrer sûrement le meilleur match qu'il avait à montrer ce soir-là, ça a dû être particulièrement frustrant. Mais voilà, ça sera ça mon flop parce que nous on voyait les buts défiler, le scénario de la partie s'emballer et on ne voyait pas les images, donc c'était forcément très 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 frustrant encore une fois. Et puis cette fin de multiplex en plus où on avait l'air d'avoir retrouvé les images. Mais finalement, on n'y allait que très très peu à Dornano, alors que on sentait qu'on était sous tension, qu'il y avait ce seul but d'écart entre Rodez qui menait 3-2 et Caen qui poussait pour égaliser. Et on n'y a eu que très peu droit. Heureusement, on a pu voir le corner qui a mené à l'égalisation en direct, mais parce que je crois tout simplement que c'était la dernière affiche dernier match, dernière pelouse sur laquelle ça jouait encore.
Mais voilà, ça sera mon regret du week-end parce que tout simplement parce qu'il avait l'air très très sympa à suivre ce match et on jalouse forcément les spectateurs qui étaient présents à Dornano qui pour le coup ont dû se régaler. Ouais, se régaler. Alors moi, ça va être mon top justement. Le fait, alors certes, Caen prend un but à la 45e plus 1 qui met un coup sur le crâne parce que c'est celui du 2-0, c'est ça. C'est celui du 2-0. Mais ensuite, il y a la réduction du score immédiat de Robin Thomas et celle de Dailam Meda à la 96e. Donc sur finalement, c'est deux défenseurs sur deux phases arrêtées, voilà, qui arrivent à chaque fois à réduire l'écart puis à égaliser dans le temps additionnel. Moi, je trouve que ça montre justement. En fait, on parle souvent quand il y a des clubs qui ne marchent pas, qui ne vont pas bien, comme Caen qui est 14e. Personne ne s'attendait à ce que Caen soit 14e à ce début de saison-là, même avec tous les problèmes à l'intersaison qu'ils ont pu rencontrer, avec des départs avortés, des machins. Voilà. C'est pas normal que Caen soit 14e. Ce qu'on arrive à voir d'habitude, c'est un groupe qui lâche son coach, c'est un discours qui ne passe plus, c'est voilà, des joueurs qui s'économisent un petit peu sur le terrain. Et bizarrement, la journée où le coach est parti, ça va tout de suite mieux et on a retrouvé nos jambes, on fait le pressing, il y a des places à gagner. Donc voilà, d'un coup, tout le monde est plus motivé. Bah là, je salue quand même les joueurs caennais pour leur abnégation et leur volonté de ne rien lâcher et de se donner une opportunité, non seulement de s'éloigner un petit peu de cette zone rouge. On le rappelle, Ajaccio, le Red Star et Martigues ont tous les trois perdu. On va voir après le classement général. Donc, tu t'éloignes un tout petit peu de la zone rouge, mais surtout, tu ne perds pas à domicile. C'est important de ne pas perdre quand même devant ton public pour garder un petit peu tout le monde dans la poche, surtout avec des scénarios comme ça. En fait, là, le point du nul, il est presque inespéré. Quand à deux reprises, tu es mené 2-0 puis 3-1. Voilà, c'est quand même une sacrée performance. Même contre Rodez qui laisse souvent beaucoup d'espace et qui a quelques sautes d'inattention par moment. Voilà, on sait qu'ils sont habitués à ça, le RAF. Donc voilà, je voulais souligner un petit peu ces belles réactions du Stade Malherbe qui arrache ce point-là et des joueurs qui montrent qu'ils ne vont pas non plus lâcher Nicolas Seub voilà, en cours de route. Ça arrive un peu malheureusement trop souvent dans le football professionnel, en Ligue 1 comme en Ligue 2. On a trop souvent l'habitude de voir des groupes qui abandonnent un petit peu quand ils voient que le discours du coach ne passe plus trop. Donc voilà un petit peu pour mon top aussi de cette J14. Il y a des résultats dont on a vraiment peu parlé. Dunkerque-Ajaccio, c'était vraiment un match extrêmement à sens unique. On va reparler d'Ajaccio juste après dans le classement parce que vous allez voir qu'il y a des conséquences. 3 Grenoble, alors là, il y a eu match nul 0-0. Les deux coachs n'étaient pas trop déçus, ni Oswald Tanchot, ni Stéphane Dumont, de faire match nul 0-0 voilà, au stade de l'Aube. Je crois que c'est le 5e match d'affilée où 3 ne prend pas de but. Ça, quand même, ça a souligné. C'est une sacrée perf. Pourtant, ils ont concédé quelques occasions, quelques frappes cadrées, mais voilà, il faut souligner quand même le fait que l'Estac arrive à s'en sortir avec une rigueur un peu plus importante que par le passé. Clermont-Metz, qui, moi, pour le coup, est le match qui m'a déçu. Pas tant parce que Clermont finalement va faire un bon résultat de Clermont contre Metz, c'est pas une mauvaise chose, hein. Je veux dire, les Clermontois ils seront contents de ce match-là, mais c'est ce que le FC Metz a proposé pour moi qui est un petit peu en deçà des attentes, voilà, pour un club qui était 4e, qui t'avais un Paris-Annecy et donc l'occasion de prendre des points sur les deux clubs en même temps. T'avais Lorient qui avait un déplacement pas simple à Bastia et finalement Metz n'en profite pas en faisant match nul à Clermont, qui était une équipe en difficulté avant l'arrivée de Laurent Batles. Donc voilà, un petit peu décevant du côté des Grenats. Et je vais souligner aussi, malheureusement, la descente aux enfers du FC Martigues qui n'a toujours pas 10 points, qui reste bloqué à 9 avec la pire défense du championnat. On va saluer le bon match des Lavallois, mais qui n'ont pas non plus donné l'impression de forcer leur talent. En fait, ils ont appliqué leur plan de jeu, ça s'est bien passé exactement comme ils l'avaient prévu. 3-0, 3 points dans la besace, on rentre à la maison. Avec le but de Mamadou Camara, que j'avais su prédire, c'était le premier but du multiplex, j'avais su l'annoncer avant le début de la soirée. Non mais voilà un petit peu pour les autres résultats de la J14. Je suis allé un petit peu rapidement parce que on avait un petit peu d'autres sujets à aborder. Et globalement, quelles conséquences ça a au classement? C'est que Dunkerque arrive premier ex-aequo avec le Paris FC derrière, simplement à la différence de but, ils ont 5 contre 11 du PFC et de Lorient qui est juste derrière, mais surtout que Ajaccio est à nouveau 16e du classement général avec une nouvelle défaite à l'extérieur, un match où ils ont très franchement montré très très peu.
Moi, je tiens à dire que voilà, je m'inquiète beaucoup pour la CA, même ils avaient gagné la journée précédente c'était contre Clermont, si je ne m'abuse, à domicile. Le fait que tu perdes c'est les Herbiers, voilà, en Coupe de France, puis tu perds à nouveau contre Dunkerque. À chaque fois, voilà, c'est deux défaites décevantes. Il y en a une où elle n'est pas attendue. Le club pro doit jamais s'incliner aux Herbiers, même si c'est une équipe qui a toujours des bons résultats en coupe. Mais perdre comme ça dans de telles circonstances à Dunkerque, à part la sortie sur blessure de Jabol Folcarelli, qui peut être une circonstance atténuante, franchement, il n'y a pas grand-chose à retirer de ce match-ci pour les Corses, quoi. Moi, je m'inquiète un petit peu, je ne sais pas vous. Bah, franchement, j'avais vraiment que très peu d'espoir pour Ajaccio avant ce match, hein. Déjà parce qu'ils n'avaient pris qu'un point à l'extérieur avant de se rendre à Dunkerque, et ils n'ont toujours qu'un point. Ils se sont présentés avec 5 absents quand même assez importants, surtout Bamba qui est le patron de la défense, Kwasi qui a encore sa longue suspension, Barreto au milieu, c'est quand même un sacré manque. Soumano, sans lui, pour marquer des buts, c'est compliqué. Après, Tousgar, cette saison, il a peut-être une moindre importance, mais c'est quand même un joueur d'expérience qui peut rendre service. Donc, sans tous ces joueurs-là, avec en plus Jabol Folcarelli qui se blesse très vite, hein, il a joué, je sais pas, peut-être 20 minutes. Et Ben Ahmed Touré qui était finalement suspendu et qui a laissé une place sur le banc vacante, c'est ça? Oui. Ouais, voilà, il y a quand même pas beaucoup d'armes. D'ailleurs, je crois que les commentateurs de beIN Sport l'ont souligné, ça manquait de manieur de ballon, ils appelaient ça comme ça, pour essayer de servir Ibailly qui a touché extrêmement peu de ballons. Donc, ouais, il n'y a pas grand-chose à retirer pour Ajaccio qui s'est incliné de façon tristement logique, j'ai envie de dire. Et ouais, voilà, mais on souligne assez leur manque de performance à l'extérieur, mais à domicile, c'est pas non plus impérial, Ajaccio. Je crois que c'est la 10e équipe à domicile, donc ils peuvent pas compter que sur ça non plus. Bon, il leur reste leur moitié de match contre Bastia, là, qui va être courant de semaine prochaine, je crois, hein, donc peut-être qu'ils prendront 1 ou 3 points, on verra bien, mais dans tous les cas, ouais, Ajaccio, c'est assez inquiétant. Ouais, tout à fait. Donc, et ça retire rien du tout à la réussite de Dunkerque, parce que si vous êtes sur le site ce mardi 26 novembre, vous verrez qu'on a fait pas mal de brèves, pas mal d'articles sur Dunkerque, sur la réussite du début de saison, sur la réussite en 2024, tout simplement parce que nous sommes fin novembre, il reste plus que 2 journées à jouer, et Dunkerque est la meilleure équipe de 2024 en Ligue 2. C'est quand même pas rien. Ils ont tapé du poing sur la table, autant dans ce début de saison que sur la fin de saison dernière pour se maintenir. Ils avaient du retard et ils l'ont fait. Donc voilà, chapeau aux Maritimes pour ce très très bon départ. On voit que Guingamp se rapproche tout doucement, mais en même temps sûrement du top 5 qu'ils avaient lâché. Voilà, c'est Laval, mine de rien, ils prennent leurs résultats, hein, ils font leur bon petit bout de chemin, il faut le souligner. C'est important à voir. Voilà, que Laval, on a peu parlé, mais voilà, ils ont fait un début de saison très très honorable avec 5 points d'avance sur la zone rouge. Bon, c'est vrai que le classement est un peu trompeur parce qu'au final, ils ont pas beaucoup plus. Il y a pas beaucoup. Ils sont quoi, 8e, mais ils n'ont pas beaucoup d'écart entre. Il y a autant d'écart presque entre la 17e place, 14 points, et la 5e où il y a 23 points. Donc ça se rapproche. C'est aussi éloigné des deux côtés ou presque. Donc franchement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais au moins tu laisses des équipes derrière toi et ça permet de travailler plus sereinement. En début de saison, Laval, ils avaient un peu de mal. Donc voilà, je souligne aussi les bons travaux des tangos. Voilà, messieurs, on ne va pas faire un avant-match Coupe de France. Vous l'aviez fait la semaine dernière simplement en émission. Donc, je vous invite à regarder l'émission du mardi dernier, si jamais vous l'avez manqué, sur la chaîne YouTube de Malick 2. Voilà, et puis en attendant, un petit week-end de Coupe de France qui se profile avec encore 15 clubs qui sont engagés. J'espère que cette fois-ci, on aura un petit peu plus de réussite que en tout cas sur le premier vendredi qui s'est avéré être vraiment très décevant pour les clubs de Ligue 2. Tu peux nous donner ton pronostic à la limite. Si ouais, alors la semaine dernière, j'avais dit 17 sur 18. Voilà. Autant dire qu'au bout de 2 matchs, c'était plié. non, mais c'était fini dès le vendredi. Là, je suis un peu pessimiste sur certaines affiches. Je dirais, il y a 15 clubs, je dirais 11. 11 qui passent.
Ok, bon, on a tous un prono différent comme ça. Ouais, c'est ça. C'est parfait. C'était quoi? Qui avait dit 12? C'était moi, et je crois que Karel a dit 13. Hein. Voilà. C'est ça, oui, j'ai dit 13. Bon. Ok. Bon, alors vous saurez que je suis très mauvais sur les pronos, donc voilà. Oh, bah. Voilà, ça c'est dit. Mais en tout cas, hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission débrief du 8e tour et du coup juste avant les 32e de finale et l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Mais aussi avant la 15e journée de Ligue 2. Voilà, à ce moment-là, on aura le temps de voir un petit peu plus en détail les matchs qui nous attendront. Merci beaucoup, Karel. Merci, Étienne, pour votre présence avec moi sur cette émission. Et puis, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. À très bientôt, tout le monde. Salut. Salut.